Ce ne sont pas des titres sortis d'un roman à suspense. 2 des navires de guerre les plus avancés jamais construits par la marine des États-Unis ont été frappés et laissés en flammes en pleine mer. 200 drones, 50 missiles hypersoniques et le bouclier de défense américain à plusieurs milliards de dollars n'ont pas tenu. La question n'est pas seulement de savoir comment cela a pu se produire. La question est de savoir ce qui vient ensuite. Et si quelqu'un à Washington a une réponse, tout a commencé à 2h10 à 7 du matin. Le golfe Persique était sombre et silencieux. 2 destroyers de la marine des États-Unis, des navires de guerre de classe Harley Burke, étaient positionnés sur l'eau. Ce n'étaient pas des navires ordinaires. Chacun transportait des systèmes radars avancés, une technologie de défense antimissile et un équipage de combat complet, entraîné précisément pour ce type de menace. Ensemble, ils représentaient des milliards de dollars de puissance navale américaine. Puis la première vague est arrivée, plus de 100 drones ont décollé depuis la côte iranienne. C'était pas des machines sophistiquées. C'était des drones bon marché modifiés de type Shahed, le genre d'appareil que l'Iran fabriquait discrètement depuis des années dans des usines souterraines, malgré de lourdes sanctions internationales. Chacun coûtait quelque part entre 20 000 et 30 000 dollars, simple, lent, peu coûteux, mais c'était exactement le but. Les drones ont volé à basse altitude au-dessus de l'eau, dans une formation large et dispersée. Les équipages des destroyers ont immédiatement activé leur système radar Aegis. Les systèmes d'armes rapprochées, des plateformes de canons à rotation rapide conçues pour abattre les menaces entrantes, ont commencé à tirer. En surface, on aurait dit que les défenses fonctionnaient. Des dizaines de drones ont été détruits dans les airs, mais les équipages américains consommaient leurs munitions à grande vitesse. Leur système radar était verrouillé sur des centaines de petites cibles lentes, réparties sur une vaste zone. Chaque capteur, chaque canon, chaque opérateur était entièrement mobilisé. C'était le piège. Car pendant que les destroyers combattaient les drones, la deuxième vague était déjà dans les airs. 50 missiles de conception russe et lancés par l'Iran se dirigeaient maintenant vers les navires. Ce n'étaient pas des missiles ordinaires. Ils se déplaçaient à des vitesses comprises entre Mach 6 et Mach 8. Cela signifie 6 à 8 fois la vitesse du son. À cette vitesse, la distance entre la détection et l'impact ne se mesure pas en minutes, mais en secondes. Et ils ne volaient pas en ligne droite. Ces missiles manœuvraient. Ils changeaient de direction en plein vol, ils perdaient de l'altitude sans avertissement. Les systèmes radars américains, construits et calibrés pour suivre des menaces prévisibles, se déplaçant selon des trajectoires fixes, avaient du mal à répondre. Au moment où les solutions de ciblage étaient en cours de calcul, les missiles avaient déjà changé de position. Les résultats ont été graves. Le premier destroyer a subi au moins 7 impacts directs confirmés. Le second en a subi 4. Des incendies se sont déclarés sur les 2 bâtiments. Les équipes de lutte contre les avaries ont travaillé toute la nuit pour contenir les destructions. Des images satellites ont capté la fumée qui montait des 2 navires aux premières heures du matin. Ce qui rendait cette attaque importante n'était pas seulement les dégâts qu'elle avait causés, c'était la méthode derrière l'opération. L'Iran n'a pas tenté d'égaler directement la puissance militaire américaine. Il n'a pas envoyé d'avions de chasse ou de navires de guerre dans une confrontation directe. Il a plutôt utilisé ce que les analystes militaires appellent la guerre asymétrique. Trouver et cibler les points faibles d'un système beaucoup plus vaste. La logique était simple, submerger les défenses avec quelque chose de bon marché et de nombreux, forcer l'ennemi à dépenser des ressources coûteuses pour abattre des cibles peu coûteuses, épuiser le système, puis, dans la fenêtre qui s'ouvre, faire passer la vraie arme. Cela a fonctionné. Les drones n'étaient jamais destinés à détruire les destroyers. Ils étaient conçus pour les distraire, pour attirer leur attention, vider leurs munitions et exposer une faille dans leur couverture défensive. Les missiles hypersoniques ont ensuite été guidés directement à travers cette faille. Ce n'était pas une décision précipitée, ni une frappe chanceuse. La coordination entre les 2 vagues, le timing, l'espacement et l'enchaînement reflétaient des mois de planification et de préparation. L'Iran avait étudié le fonctionnement de ces systèmes de défense.
Il en comprenait les limites et il avait construit une attaque spécialement conçue autour de ces limites. Au lever du soleil, 2 des navires les mieux défendus de la marine des États-Unis brûlaient dans le golfe Persique et le monde regardait. La fumée ne s'était pas encore dissipée que déjà la question la plus importante dans chaque salle de briefing militaire à Washington ne portait pas sur l'Iran. Elle portait sur l'Amérique, plus précisément comment l'architecture de défense navale la plus coûteuse jamais construite avait-elle échoué à arrêter cette attaque. Pour comprendre la réponse, il faut d'abord comprendre ce que ces destroyers étaient conçus pour faire. Le destroyer de classe Harley Burke est construit autour du système de combat Aegis. Il est considéré comme l'une des plateformes de défense intégrées les plus avancées au monde. Il combine de puissants réseaux radars, des missiles surface-air et des logiciels de suivi sophistiqués dans un seul système coordonné. Sur papier, il est capable de suivre et d'engager plusieurs menaces simultanément, missiles entrants, aéronefs et navires hostiles. Tout cela en même temps. Voilà la théorie sur papier. Ce pourquoi le système Aegis avait été conçu appartenait à une autre époque de la guerre. Il avait été construit pour contrer des menaces qui se déplaçaient selon des schémas prévisibles, des missiles volant sur des arcs fixes, des aéronefs menant des vitesses et des altitudes constantes, et des menaces pouvant être identifiées, suivies et interceptées dans une fenêtre de temps fiable. L'attaque contre les destroyers n'a suivi aucun de ces schémas. Le premier problème était le volume. Lorsque plus de 100 drones sont entrés simultanément dans la zone d'engagement, le système Aegis a été forcé de traiter et de prioriser un nombre énorme de cibles individuelles à la fois. Chaque cible exigeait l'attention du radar. Chaque interception exigeait un missile ou des munitions du système d'armes rapprochées. L'équipage gérait un événement de saturation à grande échelle, un scénario dans lequel le nombre de menaces entrantes dépasse la capacité pratique du système de défense à les gérer toutes proprement. Les ressources étaient consommées à un rythme que les navires ne pouvaient pas soutenir indéfiniment. Le deuxième problème était la vitesse. Lorsque les missiles hypersoniques sont arrivés, la fenêtre défensive, c'est-à-dire le temps disponible entre la détection et l'impact, s'est réduite à quelques secondes. À Mach 6 à Mach 8, ces missiles couvraient la distance plus rapidement que le cycle de ciblage du système Aegis ne pouvait l'accomplir de façon fiable. Détecter une menace, calculer sa trajectoire, attribuer un intercepteur et le lancer exige du temps. Face à un missile hypersonique manœuvrant, ce temps n'existait tout simplement pas. Le troisième problème était le comportement. Contrairement aux missiles balistiques, qui suivent une trajectoire courbe mais largement prévisible, ces armes changeaient de direction en plein vol. Elles ajustaient leur altitude. Elles ne s'engageaient pas sur une seule trajectoire. Cela minait directement l'hypothèse centrale intégrée à la technologie d'interception navale américaine, qu'une menace, une fois identifiée, continuera de se déplacer d'une manière qui permet de calculer une solution. Ces missiles n'ont pas coopéré avec cette hypothèse. Ce qui est ressorti de l'attaque était l'image claire d'une faille structurelle, non pas un échec de l'équipage, non pas un échec de maintenance, mais une inadéquation fondamentale entre la menace arrivée sur place et le système conçu pour l'arrêter. La plateforme Aegis n'avait pas été mise à jour de manière significative pour contrer des armes hypersoniques manœuvrantes à grande échelle. Cette faille avait été identifiée par des analystes de la défense depuis des années. Des rapports du Congrès en avaient parlé, des revues militaires en avaient parlé, l'attaque l'a rendu visible au monde entier en une seule matinée. Il y avait aussi une équation de ressources qu'on ne pouvait pas ignorer. Les drones qui ont été abattus avec succès ont été détruits au moyen de missiles intercepteurs coûtant chacun des centaines de milliers de dollars. Les drones eux-mêmes coûtaient entre 20 000 et 30 000 dollars. L'Iran a dépensé une fraction de ce que l'Amérique a dépensé pour se défendre contre la première vague, et il a tout de même percé avec la deuxième. Cette mathématique ne favorise pas le défenseur. Au moment où les incendies étaient évalués et où les rapports de dommages étaient compilés, une conclusion se formait déjà discrètement dans les couloirs du Pentagone. Le système avait été testé contre un scénario réel d'ESM hypersonique et il n'avait pas réussi l'épreuve. Dans les heures qui ont suivi, aucune déclaration n'a été publiée, aucune conférence de presse n'a été convoquée et aucun commandant ne s'est avancé avec une réponse claire et composée à ce qui venait de se produire dans le golfe Persique.
Le gouvernement le plus puissant de la planète, celui qui avait passé des décennies à projeter sa force sur tous les océans, est devenu silencieux. Ce silence était un message en soi. À l'ère de la politique au mégaphone façon Trump, il semble que la force ait encore besoin de munitions, de calculs et d'un plan. Lorsque les mots sont finalement venus, ils sont arrivés par fragments. Des responsables du Pentagone ont décrit la situation comme des dégâts limités. Ils ont dit qu'ils surveillaient l'évolution de la situation. Des porte-paroles ont évoqué des évaluations en cours et promis des mises à jour. Le langage était prudent, mesuré et, pour quiconque savait lire entre les lignes, profondément incertain. Car, derrière les portes closes, la situation n'était pas limitée. Et les dégâts n'étaient pas simplement structurels. Ce qui avait été le plus gravement endommagé n'était pas l'acier ni l'équipement radar. C'était le fondement d'une hypothèse qui avait soutenu la politique étrangère américaine pendant des décennies, l'idée que la présence navale des États-Unis suffisait à elle seule à contrôler les résultats dans toute région où elle entrait. Cette hypothèse avait façonné les décisions au Moyen-Orient, dans le Pacifique et dans chaque voie maritime contestée sur la carte. L'Iran venait de lancer un test direct contre cette hypothèse et elle n'avait pas tenu. L'administration faisait maintenant face à 3 options. Chacune comportait des conséquences que les 2 autres n'avaient pas. La première option était une riposte militaire, une frappe directe contre les infrastructures de missiles ou les actifs navals iraniens. En surface, elle semblait être la réponse la plus forte disponible, mais les conséquences secondaires étaient immédiates et graves. L'Iran avait déjà clairement indiqué que toute escalade déclencherait une action contre le détroit d'Ormuz, l'étroite voie maritime par laquelle passe chaque jour environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Une fermeture de ce détroit, même temporaire, ferait grimper les prix du pétrole à des niveaux que les consommateurs américains et les économies européennes n'avaient pas absorbés depuis des décennies. Le coût politique d'un tel résultat, mesuré à la pompe et dans les chiffres de l'inflation, n'était pas un risque qu'une administration pouvait absorber discrètement avant un cycle électoral intérieur. Un slogan tarifaire ne peut pas rouvrir le détroit d'Ormuz, peu importe à quel point on le hurle depuis un podium. La deuxième option était la retenue, une réponse diplomatique mesurée accompagnée d'un renforcement du positionnement naval dans la région. Cela préservait une marge de négociation et évitait une perturbation économique immédiate, mais cela avait son propre prix. Les alliés de la région, en particulier ceux qui avaient structuré leurs propres calculs de sécurité autour de la fiabilité de la dissuasion américaine, posaient déjà des questions qui n'avaient pas de réponse confortable. Dans ce contexte, la retenue serait lue non pas comme une stratégie, mais comme une hésitation. La troisième option était le renforcement. Rapprocher des groupes aéronavals pour démontrer une présence. Mais là aussi, l'attaque avait introduit un problème qui n'existait pas auparavant à cette échelle. L'USS Abraham Lincoln était positionné à des centaines de milles de la zone d'engagement. Le rapprocher signifiait le placer à portée des mêmes systèmes de missiles hypersoniques qui venaient de traverser les défenses des destroyers. La question posée cette semaine-là dans chaque commandement naval était directe et inconfortable. Si 2 destroyers ne pouvaient pas les arrêter, qu'est-ce qui rendait un groupe aéronaval différent ? Aucune réponse nette n'existait. Pendant ce temps, l'architecture régionale autour de l'Amérique se transformait en temps réel. L'Arabie Saoudite n'a publié aucune déclaration. Les Émirats Arabes Unis sont restés silencieux. Des pays qui s'étaient historiquement alignés publiquement avec Washington, lors de moments de confrontation, observaient la situation et recalculaient leur propre position. Israël, confronté à l'exposition directe à long terme la plus importante face à la capacité démontrée par l'Iran, était en contact urgent avec Washington. Sa préoccupation n'était pas abstraite. Si des systèmes hypersoniques iraniens pouvaient atteindre et endommager des destroyers américains en haute mer, la distance jusqu'à Tel Aviv n'était pas un véritable temps. La protection promise à Israël devait soudainement être réexaminée. Washington n'avait pas encore trouvé sa réponse. Mais le monde avait déjà tiré ses conclusions. Ce qui s'est passé dans le golfe Persique ce matin-là n'était pas le début d'un conflit. C'était la confirmation visible d'un basculement qui se construisait discrètement, systématiquement, et avec une grande patience depuis des années. Ce dont le monde a été témoin n'était pas simplement une attaque contre 2 navires.
C'était la première démonstration réelle, à grande échelle, que l'ordre militaire unipolaire, celui que l'Amérique maintenait depuis la fin de la guerre froide, pouvait être directement contesté. Et la contestation avait réussi. Pour comprendre ce que cela signifie pour la suite, il faut regarder au-delà du golfe Persique et examiner ce qui se passait simultanément dans 4 capitales, Moscou, Pékin, Pyongyang et Téhéran. Le rôle de la Russie dans cet événement n'était pas passif. La technologie hypersonique utilisée dans la frappe était de conception russe, des ingénieurs russes l'avaient développée, la doctrine russe l'avait raffinée. Et grâce à un partenariat stratégique de plus en plus profond avec l'Iran, la technologie avait été transférée, intégrée et déployée contre des actifs navals américains dans des conditions de combat réelles. Pour Moscou, le résultat de cette matinée servait un objectif qu'aucun communiqué de presse n'aurait pu atteindre. Sa technologie d'armement la plus avancée venait d'être testée, non pas en simulation, non pas dans des conditions contrôlées, mais contre la plateforme de défense navale la plus sophistiquée que les États-Unis exploitent actuellement. Elle a fonctionné. La Chine observait à distance, soigneusement maintenue. Publiquement, Pékin en disait très peu. Mais l'analyse stratégique en cours dans les institutions militaires et politiques chinoises n'exigeait aucune imagination pour être comprise. Depuis des années, la Chine développait ses propres programmes de missiles hypersoniques en pensant à Taïwan et à la mer de Chine méridionale. Ce que l'Iran a démontré dans le golfe Persique était un modèle tactique utilisable, saturation des défenses par le volume, suivi d'une pénétration hypersonique à travers la faille créée. Les planificateurs militaires chinois disposaient maintenant de données de performance réelles pour un scénario qu'ils avaient jusque-là simulé théoriquement dans leur jeu de guerre. Ces données avaient une valeur qu'aucun budget de renseignement ne pouvait facilement acheter. La contribution de la Corée du Nord à l'alliance plus large avait été moins visible, mais constamment présente. Des rapports indiquaient que des ingénieurs nord-coréens avaient été intégrés au programme de missiles iraniens pendant des mois. En échange d'un soutien technique et de fournitures d'artillerie, la Corée du Nord obtenait quelque chose de tout aussi précieux, un véritable retour d'expérience de combat sur des systèmes de missiles opérant contre des infrastructures de défense occidentale. Pour un pays qui teste ses armes dans l'isolement, ce retour représentait une avancée importante en matière de connaissances opérationnelles réelles. Ce que ces 4 nations représentaient collectivement n'était plus un alignement vague de pays partageant des greffes communs contre la politique étrangère américaine. C'était devenu un bloc fonctionnel et coordonné, où chaque membre apportait une capacité précise et où chaque membre recevait en retour quelque chose d'une valeur stratégique mesurable. La Russie fournissait l'architecture d'armement avancée, la Chine fournissait la stabilité financière, la couverture diplomatique et la capacité industrielle. La Corée du Nord fournissait le volume, le soutien technique et les tests sans crainte. L'Iran fournissait la ligne de front, la volonté d'absorber la pression et d'agir. Ensemble, ils avaient produit un résultat qu'aucun d'entre eux n'aurait pu atteindre individuellement selon ce calendrier. Pour les États-Unis, les implications dépassaient largement le Moyen-Orient. Le rôle du dollar comme instrument dominant de pression économique, fondement de la stratégie de sanctions appliquée à ces 4 nations, était déjà sous tension. Des pays réglaient leurs échanges bilatéraux dans des devises alternatives. L'architecture d'isolement financier, qui avait défini le levier de la politique étrangère américaine pendant 3 décennies, perdait son intégrité structurelle. Et maintenant, ces moyens de dissuasion militaire avaient été testés publiquement. Les destroyers seraient réparés. Les évaluations des dommages seraient complétées. Des déclarations officielles seraient éventuellement publiées. Mais ce qui ne pourrait pas être réparé, ni rapidement, ni facilement, c'était l'image que le monde avait maintenant enregistrée et stockée de façon permanente dans sa mémoire collective. 2 navires en flammes, un système de défense incapable de tenir, et un silence venu de Washington qui parlait plus fort que n'importe quelle déclaration aurait pu le faire. Le moment unipolaire n'était pas en train de se terminer. Il était déjà terminé,